Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. Aujourd'hui, on va accueillir Serge Ross, qui est du coup le fondateur de REGM. Vous me connaissez sous le nom de mon pote courtier, mais sinon c'est Yacine Redici, je suis courtier en crédit, comme vous le savez certainement. Serge, bonjour. Bonjour Yacine, Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est trop sympa. c'est moi qui te remercie. Pour tout vous avouer, on se connaît déjà avec Serge, hein, on est partenaire actuellement entre REGM et mon pote courtier.fr. Et aujourd'hui, on fait cette petite interview parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, on ne connaissait pas beaucoup REGM, que c'était On va corriger ça, oui. exactement, que c'est quelque chose qu'il faut corriger. Mais d'abord, Serge, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, de ton parcours, et que tu nous racontes un peu comment t'en es arrivé là. Est-ce qu'on peut commencer déjà par ton parcours académique, par exemple? On va remonter. D'accord. Il n'y a pas si loin que ça, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Donc moi, j'ai fait des études de gestion et de management à Dauphine. Ok. Et quand je suis sorti de la fac, j'ai cherché du boulot, comme on le faisait à l'époque, en ouvrant le Figaro et les offres d'emploi. Et un peu par hasard, je suis tombé dans l'immobilier. Ok. L'immobilier entreprise à l'époque, parce que j'ai démarré donc ma carrière chez JLL, qui est un très gros broker en immobilier entreprise à Paris, et en France et dans le monde d'ailleurs. Ils vendent et ils louent des bureaux. Donc j'ai fait ça une quinzaine d'années. Ensuite, je suis passé chez d'autres brokers. Et en À chaque fois en tant que commercial, hein. toujours directeur commercial en immobilier entreprise, c'est-à-dire que tu gères un secteur et une équipe. Ok. Donc en général, c'est dans Paris centre. C'est là qu'il y a les bureaux et l'activité, et on loue exactement le type de bureau dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ok. Et en 2000, j'ai quitté donc le monde du salariat et j'ai monté REGM, donc ma société de transaction. Ok. Et qu'est-ce qui a fait le switch du coup entre ton activité salariée en tant que DIRCO du coup dans les bureaux, parce que j'imagine que tu gagnais bien ta vie. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer dans un pari peut-être un peu risqué qui est l'entrepreneuriat? Je pense que c'était l'envie de passer à l'entrepreneuriat, d'avoir l'indépendance, de construire quelque chose. C'est deux mentalités différentes et on pourrait faire une vidéo rien que sur ça. Ok. L'entrepreneuriat, ça te connecte d'autres parties de tes neurones. C'est assez puissant et profond parce que tu passes par des hauts, des bas. Tu vois le monde de l'entreprise dans tous les sens, surtout quand tu crées une entreprise. Donc tu la vois de petit bébé, adolescent, etc. Tu traverses les crises en t'accrochant très fort. Et ça, donc maintenant, c'était en 2000, ça fait 25 ans. Mais il y a eu un deuxième changement. Parce que je suis parti à l'étranger, aux États-Unis, pour ouvrir une filiale. Ça, c'était en 2008. Une filiale de quoi alors De REGM, de ma société Ok. que j'avais montée en 2000. Mais qu'est-ce que c'était REGM à la base quand tu l'as ouvert en France en Une 2000? société de transaction, c'est-à-dire Ok. de vente et de location de surface commerciale. Si Ok. tu veux comparer, c'était en plus petit des sociétés comme CBRE ou JLL. Pour Ce que tu faisais déjà, mais en plus petit, mais à ton... Et indépendant à mon compte. Voilà. Ok. Aux États-Unis, je suis parti en 2008 avec ma famille. Et là-bas, j'ai fait toujours de l'immobilier, mais j'ai plus découvert le monde immobilier américain, qui est très, très différent. Dans quelle ville c'était? À Miami. À Miami. Ouais, Sympa. c'était sympa. Ça faisait partie aussi du projet, d'être à Miami. Mes enfants étaient jeunes, très petits. Ok. Plutôt de les faire grandir à Paris, je vais les faire grandir Ok. au soleil. J'ajoute qu'en 2008, on était au cœur de la crise immobilière, très profonde. Timing parfait. Timing parfait. Et donc là, j'ai accompagné des investisseurs qui souhaitaient investir à ces moments-là où l'immobilier était le plus bas aux États-Unis, le dollar le plus bas. Et donc je suis resté 8 ans là-bas et j'ai découvert les grosses sociétés, les gros brokers américains qui fonctionnent sur le modèle que chez nous on appelle réseau de mandataires, mais qui n'existait pas quand je suis parti en 2008. Ok. Ils ont été créés en mon absence, dans mon dos. Ok. Filou. Et moi, je suis rentré en 2015. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais importer ce modèle génial, qui est le modèle donc que des indépendants. Alors qu'en France, dans les agences immobilières, t'as le patron sur ton dos,
t'as une avance sur com, parfois un salaire, donc t'es vraiment dans le salariat, quoi, et la dépendance à ton patron dans son agence. Ok. Mais je me suis vite rendu compte, évidemment, que des modèles existaient déjà et avaient été créés, avaient grandi pendant la période de mon absence, et ils avaient déjà importé ce modèle-là. Donc IAD pour pas les citer. IAD, Optimum, toutes ces sociétés. Et donc, en France, le modèle était nouveau et innovant. 2015, hein. En 2015, quand je suis entré. Eux, ils ont été créés en 2010. Ok. Alors qu'aux États-Unis, c'est le modèle majoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites agences avec 4 personnes dedans, salariées par le patron. Ça n'existe pas. C'est toutes les structures, comme par exemple Coldwell Banker, toutes ces grosses franchises. C'est sur ce modèle-là. Ils ont 500 agents, 600 agents dans chaque bureau, mais il n'y a personne au bureau. Ils bossent de chez eux du home office. Ok. Et ils payent un fees, et en échange, ils ont entre 70, 90% de la com. Il y avait même des modèles à 100%. Moi, je travaillais sous un broker qui nous redistribuait 100%. Et ils gagnaient comment leur vie, du coup? Le broker qui faisait 100%? Alors, ils ont très peu de frais. Bon, on va pas s'étendre trop sur leur modèle parce qu'ils sont très différents. Ils ont pas autant de frais qu'on a en France. Et donc, la plupart des frais, c'est le broker qui le paye. La diffusion d'annonces se fait par un seul canal pratiquement, sur 2-3 sites d'annonces qui appartiennent au syndicat des realtors, ça s'appelle. Et donc chaque agent, tout est partagé du coup. Chaque agent adhère pour un montant d'à peu près, je me rappelle plus exactement, mais $800 par an. Okay. Et ça lui donne le CRM et l'adhésion à la diffusion de ces annonces. Okay. Et en vérité, avec le système qui est complètement unifié là-bas, avec un partage de mandats qu'on appelle le MLS, t'as même pas besoin de diffuser tes annonces. C'est-à-dire que tu rentres un mandat, tu le partages avec les 30 000 agents immobiliers de ton secteur, et t'as toujours en face la contrepartie. Donc, donc en France, ce modèle-là ne pourrait pas exister. Donc c'est pour ça qu'il y a le modèle où on donne, enfin pas que, on donne chez nous on donne 80%. Voilà, pour parler de nous. Et donc tous les modèles sont rentables. Et donc en 2017, j'ai pivoté REGM vers le modèle de réseau mandataire. Donc en tant que réseau de mandataire, on existe depuis 2017. Voilà. Et donc du coup avant tu étais un réseau, tu étais une agence qui vendait du pro, du coup, c'est ça? Oui, du pro. Et t'as pivoté sur un réseau de mandataires du coup en 2017. En 2017 et sur du résidentiel, parce que c'est le modèle effectivement qui existe dans le résidentiel. Ça n'existe pas dans le pro, où ça n'a pas vocation à bien fonctionner. On l'a testé, c'est pas très effectif. On va parler des REGM aujourd'hui, du modèle aujourd'hui, de ce que c'est, mais j'ai quand même une curiosité sur Miami. Ah oui. Et si on peut en parler, juste s'étendre un petit peu là-dessus, sur Miami, sur ton arrivée en 2008 en pleine crise. Toi, qu'est-ce que t'as pu apprendre de cette période-là? Parce que du coup, en gros, c'est comme si tu ouvrais un resto en mars 2020, quoi. Genre, c'était le pire timing du monde pour aller s'installer et le pire. Et du coup, c'est quoi? Raconte-nous tes premiers jours. Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti quand même avec femme et enfant en disant je mets all-in là-dessus. Ouais. Et raconte un peu. Ça doit être alors pas forcément très rigolo, quoi. Ça a été violent parce qu'il y a un autre événement. Donc moi, j'avais analysé qu'en effet, en 2007, il y a eu la crise des subprimes qui avait démarré. Et j'avais déjà eu une expérience de crise précédemment, et je savais quand elle démarre aux États-Unis, elle finit par arriver chez nous. Donc pour utiliser une métaphore maritime, je me suis dit tiens, je vais aller me mettre derrière la vague. Ok. Et en plus, bon, il y avait le côté sympa de Miami, le soleil, l'anglais, enfin tout ça. Et donc j'ai convaincu pas mal d'investisseurs en France que c'était le bon moment d'acheter, parce que l'immobilier s'était cassé la gueule de plus de 50%. Donc c'était les soldes. Et donc j'avais des promesses de family office, de fonds, de marchands de biens, d'investisseurs, d'acheter de l'immobilier là-bas. Et donc moi je devais être leur représentant pour acheter l'immobilier à Miami. Le projet s'est concrétisé, donc je suis parti en août 2008. Et j'ai loué un hôtel, un condo avec mes enfants, ma famille, pour les inscrire à l'école, etc. Et en septembre 2008, on allume le journal télé et ils annoncent la faillite de Lehman Brothers. Et là, il n'y a plus de crédit, plus rien. Et là, je me dis, oh là là. Donc, je laisse passer une semaine.
Et j'appelle tous les investisseurs qui m'avaient dit bah ouais vas-y et ça nous intéresse, étudie le marché, puis dès que tu as des bonnes affaires, tu nous appelles et on t'envoie 500 000, 200 000, 100 000, enfin. C'est En quand même tout, des bons j'avais tickets quand même. oui, il y avait en promesse, il y avait 1 million à peu près Ok. d'euros. J'appelle le premier. Je dis ça y est, je suis arrivé. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu de sous parce que comme ça, quand on veut bloquer un contrat et qu'il faut mettre 20 000 ou 30 000, on pourra bloquer les premières affaires. Je peux pas. J'ai plus de cash, j'ai obligé de tout garder. Oui, c'est comme ça. C'est pas le moment, c'est plus le C'était moment. plus le moment, c'était les 10 quoi, c'était fini. Donc j'ai dit ok, j'ai compris. Et donc j'ai retourné ma veste et je suis allé me faire embaucher chez un broker, chez Coldwell Banker, pour faire de la vente de mandats. Et donc j'ai appris le métier là-bas comme ça. Et puis assez rapidement, ben j'ai quand même eu des Français, des Européens qui voulaient faire des plus petits coups. Et le marché, ça a mis quelques années pour se retourner. Je dirais ils ont été en très grave crise pendant 2 ans. Et puis après, les gens se mettaient à acheter. Ta femme travaillait à l'époque? Là-bas, non. Non, elle pouvait pas travailler. Donc tu étais vraiment responsable du foyer à 100% et du coup Ouais, il ouais. fallait Ouais, day ouais, one fallait trouver fallait de quoi trouver. manger. Voilà, c'est ça. Avec les coûts de la vie qu'on connaît aux États-Unis, Ouais, notamment alors des ce qu'il y avait de écoles. bien, c'est que c'était vraiment une très grave crise hein, pour eux. Les coûts de la vie avaient énormément chuté. Les loyers étaient bas, Ok. les voitures valaient rien. T'as pu en profiter. Ah, on a bien profité, ouais. Et le dollar était très fort, donc moi j'avais transféré mes économies en dollars. J'avais déjà gagné 20%. Hein. Ok. C'était pas mal ça. Et en temps de crise, du coup, t'as eu des leçons, t'as retenu, toi, un peu de tout ce qui s'est passé, toi, en tant que, par exemple, avec les crises qu'on a pu connaître, nous, crise des taux, du coup, qui ont gravement été hauts pendant 2022-2023. Est-ce que t'as pu, toi, retenir des leçons, en fait, de à chaque fois en fait, Oui, de manière cyclique qui reviennent et qu'on alors se dit, voilà. voilà, est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut choper à ce moment-là? Effectivement, la leçon, c'est que le marché immobilier, il est vraiment cyclique. Donc la personne qui te dit ah c'est génial, les taux vont rester bas ou ah c'est génial, l'immobilier va monter tout le temps, c'est impossible. Donc c'est évidemment cyclique. Les taux montent et descendent, l'immobilier, les prix montent et descendent. Et donc en effet, quand il y a une crise, ben celui qui a du cash, c'est à ce moment-là qu'il achète. Ça c'est une évidence. Hein. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de la crise de 2008 et ce qui est en train de se passer maintenant. Les toutes les foncières qui vous rêvaient d'acheter des emplacements numéro 1 en appartement, en commerce, en bureau, n'ont rien fait pendant des années et maintenant elles sont toutes prêtes à acheter. Donc il y a toujours ce phénomène. Ok. Et en général, effectivement, c'est à un moment donné, tu as des professionnels qui donnent un peu le signal de départ, ils reviennent sur le marché, ils se mettent assez massivement à acheter et quand eux se mettent à acheter, ça fait repartir les prix à la hausse. Ok. Et donc ensuite, par un mouvement d'entraînement, les particuliers le font aussi. Ok. Et très bien. Bah, je pense que pour l'épisode américain, t'as d'autres anecdotes comme ça que tu pourrais nous raconter par rapport à ta vie américaine d'entrepreneur versus ce qu'on peut connaître nous en France, qui peuvent nous paraître ahurissantes ou rigolotes. Ben l'économie américaine, et c'est important d'en parler aujourd'hui parce que là on vit plein de choses, pareil, des crises qui viennent des États-Unis, peut-être même une récession, et qui angoissent un peu tout le monde. Donc, en effet, dans le monde d'aujourd'hui, peut-être pas dans les prochaines années, ça va peut-être bouger, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est eux qui sont aux manettes de l'économie, des taux d'intérêt, de la distribution de liquidités, etc. En général, la crise, elle démarre aux États-Unis avec une très grande amplitude et une très grande gravité. C'est-à-dire que les gens sont vraiment ruinés. Ils peuvent être foutus dehors de leur maison, perdre leur job et plus avoir rien, puisqu'il n'y a aucun filet de protection. Donc les conséquences, je veux dire, se font sentir. Une crise se fait sentir aux États-Unis avec un pic bas dans les 6 mois ou 1 an. Et ça nettoie le marché avec beaucoup de malheurs et de drames humains. Mais après, ils sont obligés de rebondir parce que le nettoyage s'est fait du fait qu'il n'y a pas de filet de protection. Et donc, en 1 an ou 2 ans, ça repart. Alors qu'en France, quand la crise, elle arrive,
en général avec un décalage de 1 an à 2 ans. C'est-à-dire qu'eux sont repartis, nous on prend la crise en pleine baffe. Mais comme on a des filets de protection et on a des quantités, il y a un filet de protection qui est un filet de protection financier, c'est les taux fixes. C'est-à-dire quand tu as une crise immobilière aux États-Unis, les Tout taux le monde est montent. touché. Non, mais surtout ils sont en taux variable. Donc quand les taux montent, le monsieur qui remboursait sa maison à 1%, en 6 mois, il doit 7% à la banque. Donc il peut pas la garder. Donc il la vend et tout le monde en même temps la vend, donc ils font baisser les prix de l'immobilier. Nous en France, on est à taux fixe. Donc tu as une crise immobilière, le gars, il est à 1%, il reste à 1%. Au lieu de bouffer, je sais pas, d'acheter chez les traiteurs, il va chez Lidl. Au lieu de partir en vacances, il va au camping et il tient le coup. Il peut tenir le coup 2 ans, 3 ans, tu vois. Il y a une résilience et une résistance aux crises en France qui fait qu'elle va durer plus longtemps. De même, la personne qui va perdre son job, parce qu'il y en a qui vont le perdre, il va au chômage. Donc il atteint pas directement Le fonds qui permet de pivoter aux gens. La consommation, ça déclenche jamais des grosses récessions très graves, des gros drames qui font que les gens réagissent. Et la crise en général, elle est faite pour nettoyer un système qui est devenu fou, qui n'était pas cohérent. Et donc, par exemple, t'es en train de me dire que le système de protection français n'est pas. non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'on non, mais a dans ce le sens, système il pas. y a un effet vicieux, qui Voilà. fait que la crise dure plus longtemps. La crise dure plus longtemps. Okay. Même parfois, elle dure tellement longtemps. C'est, mettons, t'as une récession aux États-Unis. Elle dure 2 ans aux États-Unis. 2 ans après, elle arrive en France. Elle dure 3 ou 4 ans. Donc, 3 ou 4 ans plus 2 ans fait 5 ans. C'est le cycle de la prochaine récession. Okay. Quand nous, on sort à peine de la crise, t'as les Américains qui étaient déjà sortis, rentrent dans la prochaine. Okay. Tu vois? Okay. Donc, alors, sauf dans le dernier cycle, qui s'est produit à peu près après 2008, où il y a eu des liquidités complètement ahurissantes, je dirais presque de 2010 à 2025, presque, on a eu, pas 25, jusqu'à 2023, l'immobilier n'a fait que monter. Parce que les taux ont été tellement bas, ça a incité tout le monde à acheter. Et donc, mais les gens qui ont acheté, comme ils ont acheté à 1%, ils s'accrochent à leurs biens. Bien sûr. Et c'est pour ça que les prix n'ont pas baissé. Parce que ils ont pas de besoin de vendre. Bien sûr. Ils baissent un petit peu leur niveau de vie. Et si madame tombe au chômage, son revenu est assuré par le chômage. C'est rigolo parce qu'on discutait du coup avec la dame qui gère ces bureaux-là, qui nous disait qu'elle voulait justement garder son crédit à 1,5% et que. Bien sûr, tout le monde le veut, mais sauf les banquiers. Évidemment. Évidemment. Et alors du coup, fort de toute cette expérience, toi, quand tu arrives sur le marché français, c'est quoi en quoi tu crois et tu te dis voilà, il y a un marché pour un réseau de mandataires en France, et c'est quoi toi du coup ta réflexion? Alors, par rapport à l'existant. Par rapport à l'existant, voilà. C'est surtout j'ai analysé le marché de l'existant, parce que quand j'étais dans l'avion et que je réfléchissais à mon projet, je me suis dit c'est simple, hein, je fais un modèle où je leur donne que 81%. Et je me fais payer comme ce que je payais moi aux États-Unis, je payais $150 et puis voilà. J'ai atterri, j'ai examiné le marché, il y avait déjà des réseaux de mandataires matures qui existaient et qui offraient ça, même moins. Les autres, ils étaient plutôt à 70% de redistribution et en moyenne 150-200 euros de redevance mensuelle. Donc moi je suis monté à 80 dès le premier euro. Et t'étais le premier sur le marché à proposer ça? Ouais. Je pense que à l'époque, oui. D'ailleurs, on l'est toujours parce qu'il y a d'autres réseaux où ils sont plutôt à 70. Enfin, c'est simple, il suffit d'aller voir on a un comparateur en ligne de tous les réseaux qui s'appelle Meilleur Réseau. Ouais. Et il suffit de comparer. Donc nous, on est parmi les premiers dans la liste après les très gros faiseurs. Et notre modèle, je dirais, il est assez irrésistible, hein. On donne 80% de la commission à nos mandataires. Et il n'y a pas aucune redevance, c'est 0 €. Ils payent rien tous les mois et nous on se paye sur leur réussite. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Et ça change plein de choses. C'est-à-dire que d'abord, on est moins cher, mais c'est pas le plus important. Ce que cherchent les mandataires, c'est surtout l'accompagnement. Et nous, comme on est sur un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils fassent des affaires, on veut qu'ils réussissent, sinon on n'est pas payé, on les accompagne énormément dans la formation, dans les outils, dès qu'ils appellent,
On fait tout pour que leurs annonces soient bien diffusées le mieux possible. Et donc, on n'est pas un modèle où on se dit, bah tiens, c'est pas grave, s'il fait 0, au moins on touche 2000 € par an et ça va nous payer les outils. Donc, ça nous a fait vraiment rattraper beaucoup de réseaux qui existaient avant nous. Aujourd'hui, on a 250 conseillers sur toute la France. Et on a aussi quelque chose d'important chez nous, c'est qu'on a assez peu d'attrition. C'est-à-dire que les gens qui nous ont rejoints quand on a monté le modèle en 2017 sont toujours là. On a un noyau d'anciens qui sont là et qui recrutent et qui enseignent et qui forment des gens. Et là, avec effectivement la crise qu'on vient de passer et qu'on subit encore, beaucoup de mandataires sont attirés par ce modèle qui, de mon point de vue, est le futur des réseaux de mandataires en France. Je pense pas que c'est-à-dire quand ils ont monté les premiers réseaux, ils pouvaient se le permettre de faire des réseaux payants et de donner que 70%, ils étaient les seuls, il y avait rien d'autre. Bien sûr. Donc les gens qui voulaient choisir cette carrière professionnelle, ils allaient chez eux, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de réseaux sur des modèles. Bon, chacun varie un petit peu. Il y a des curseurs, mais sur le modèle vraiment qui fait une distribution forte à 80% et ça monte jusqu'à 100% par palier selon le chiffre d'affaires et sans avoir de redevance mensuelle, ça vraiment on est les seuls. Ouais. Donc là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut rejoindre REGM, qui voudrait du coup devenir conseiller immobilier, il peut rejoindre REGM aujourd'hui et n'avoir 0 frais du coup de Ouais. mensuel, Ah oui, de loyer mensuel et être rémunéré, tu me disais 80% sur sa première affaire. 80% sur la première affaire et ensuite du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu plus le détail de sa deuxième affaire, enfin comment ça se passe du coup les Alors chiffres? la deuxième, évidemment la même chose, mais il y a alors tu me prends un peu de cours parce qu'il y a un palier de chiffre d'affaires que je connais évidemment pas par cœur, évidemment. mais imaginons que à partir de 90 000 € de chiffre d'affaires ou 80 000 €, j'ai plus exactement en tête, il monte à 90 et ensuite très vite à 95 et puis 100%. En général, ce qui se passe, parce que c'est sur une année, c'est palier, c'est pendant les 3 premiers trimestres, la personne elle est à 80% et sur le dernier trimestre, elle est à 100%. Ok. Et ça monte très vite. Ok. Et il y a tu parlais de système de recrutement, du coup, il y a un système de MLM aussi? Alors il y a bien sûr un système de MLM. Donc les personnes qui parrainent et nous présentent des nouveaux mandataires sont rémunérés sur les ventes du mandataire et cela à vie et sur ça. Alors ça on a un système très simple. Quand on est gratuit, c'est sur 3 niveaux. Donc ça fait 5, 3, 2, non pardon 4, 5, 3, 2, 1. Ok. Je parle sous réserve de petites erreurs, hein, je connais pas. On mettra le barème sur le côté de mettra l'écran. tout ça, voilà. Et là, par contre, on a un système d'options payantes pour des gens qui seraient plus expérimentés et qui veulent vraiment bénéficier à fond du MLM. Et là, on part sur 8 niveaux. Eux, ils montent à 82,50 de rémunération et ils payent une option au réseau. Ok. Donc c'est un modèle plus classique, mais il est absolument pas obligatoire. C'est quelqu'un qui aurait beaucoup d'expérience, un réseau de filleuls important. Ok. Donc on s'est adapté à toutes les possibilités. Ok. Parfait. Et j'avais une question du coup. Alors c'était pas sur le MLM, mais là aujourd'hui du coup comment on fait pour si on a envie de rejoindre REGM, c'est quoi le moyen le plus simple? Le plus simple c'est sur notre site internet. On a un bouton nous rejoindre. Ok. Les personnes cliquent dessus, rentrent leurs coordonnées, ils reçoivent la brochure qui explique tout, là pour le coup en détail avec les chiffres, etc. Une présentation très bien faite, très concise. On déclenche un rendez-vous téléphonique avec notre RH et son assistante, donc soit Ouda, soit Héloïse, et qui leur explique tout. Leur demande des pièces qui sont les pièces que demandent tous les réseaux, c'est des pièces légales. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails pour avoir la délégation de carte et l'inscription au RSAC. Exactement. Ouais, Et RC Pro, voilà. Et puis le process maintenant il est bien rodé, donc en une quinzaine de jours la personne démarre chez nous. Ensuite on le met en formation, donc il y a une formation initiale qui est assurée soit en présentiel, soit en distanciel. On a les deux.
Là, Ok. le Covid est passé par là, ça nous a énormément aidé parce que maintenant, c'est complètement, je dirais, intégré. Tout ce qui est vidéo formation, Oui, en visioconférence, Zoom. en Zoom. Là, par exemple, on est en train de former tout le réseau à l'intelligence artificielle. Et ben là, ça se fait essentiellement en distanciel, en visio, en visio. Donc la formatrice, parce que c'est une formatrice, elle fait des sessions de 4 matinées. Ok. Chacun interagit avec elle. Et à la sortie, ils savent utiliser l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Et il faut dire que c'est quelque chose, ça pourrait être l'objet de notre vidéo, qui facilite énormément notre métier. Notamment sur l'analyse de compromis ou sur Exactement. Ouais. voilà, qui sont des documents Tous les, imblairables à lire, voilà. Bah maintenant, des nos règlements de copro, DPE, compromis, pré-contrat, règlements de copropriété. règlement de copropriété, on le fait analyser par l'intelligence artificielle qui nous sort les principaux points en résumé. Et ça nous permet effectivement d'aborder la question beaucoup plus facilement avec le client. Et aussi dans toute la génération de tous les posts sur nos réseaux sociaux, tous les documents, toutes les lettres, toutes les alertes. Donc, et évidemment, toutes nos photos sont entièrement retravaillées par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tous nos textes d'annonce. Et d'ailleurs, en parlant d'annonces, là aujourd'hui, si je rejoins, imaginons que je veux être conseiller immobilier et que je veux rejoindre REGM, sur le pack basique, Ouais. qui est donc du coup gratuit, on peut mettre combien de biens en annonce? Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'on a accès à tous les Alors sites tous les sites. Alors nous, on est présent sur à peu près 200 sites Ok. d'annonces immobilières. Mais je veux parler des principaux qui génèrent à peu près 90% des leads. Donc c'est Se Loger et Le Bon Coin. Donc aujourd'hui sur Le Bon Coin, on a une offre exclusive sur 2025 Ok. qui est illimitée sur Le Bon Coin. C'est-à-dire Ok. même avec un pack gratuit, le conseiller chez RGM peut mettre autant d'annonces qu'il veut sur Le Bon Coin. Sur Se Loger, on doit être à 7 ou 8, je pense. Ok. Et sur tous les autres sites, C'était une dizaine. Moi, j'avais une dizaine en tête. une dizaine, quelque chose comme ça. Après, si la personne, effectivement, nous, notre analyse du marché des conseillers, c'est quand ils débutent et on veut pas leur objet de payer pour travailler, ils rentrent sous le format gratuit qui s'appelle l'option freelance. Et avec cette option-là, il y en a qui sont depuis 4, 5, 6 ans toujours sous ce régime. Mais quand quelqu'un devient un pro, il fait à 100% que ce travail et il commence à rentrer beaucoup de mandats, mettons il passe à 25 mandats, et ben on a l'option startup qui est pas très chère, qui doit être à une centaine d'euros, et là il passe à tout ce qu'il veut comme annonce Ok. sur tous les sites payants. Voilà. Mais là, aujourd'hui, gratuitement, un conseiller immobilier qui voudrait se lancer, qui aurait moins de 10 mandats, parce qu'après, il faut se dire les choses. Et voilà, il a moins de 10 mandats, Quelqu'un, débutant. enfin déjà, quelqu'un qui a plus de 10 mandats, c'est quand même. Bah c'est déjà un confirmé. Et en général, les confirmés chez nous, alors soit ils font tourner, puisque je t'ai dit, il y en a certains qui sont toujours sur ce régime-là, ou alors ils prennent l'option startup, qui doit être à une centaine d'euros. Et Après, là, on aime les conseillers aussi qui n'ont voilà. pas de stock, hein, Voilà. qui rentrent et qui sortent. Et là, ça va jusqu'à 15 annonces sur Se Loger et illimité sur Le Bon Coin. Ok. Ok, parfait. En fait, j'ai toujours l'habitude sur ce podcast d'essayer de trouver un code promo, d'essayer de tirer un code promo à mon invité. Mais bon, puisque c'est gratuit, je sais pas ce que. Alors si, bah ça tombe très bien. On n'a absolument pas préparé, mais on a un code promo. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est toutes les signatures jusqu'au mois de juin. Ok. En plus de la gratuité de tout ce qu'on vient de te présenter, on offre la papeterie aux personnes qui arrivent, c'est-à-dire son stock de cartes de visite et de flyers. Voilà. Ok, merveilleux. Bah, excellente nouvelle, voilà. Je viens de vous offrir des cartes de visite. Et en plus, il m'a pris un improviste. Hein. Et je t'ai pris un improviste. On a très peu préparé cette interview pour qu'on soit le plus spontané possible. Ouais. Merci Serge C'est pour moi. ton temps. Je vais quand même te garder juste un petit moment pour. J'ai quand même envie que tu te mouilles un peu sur ton analyse sur le marché, que tu me dises un peu toi ce que tu Bien vois. sûr. Alors ça, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que tu vois sur le marché? Comment est-ce que tu le sens? Là, on est le 15 ou le 15 avril 2025. J'ai les jambes cassées puisque je viens de courir un marathon et donc c'est pour ça que j'ai retenu le 13. Merci. Mais du coup, qu'est-ce que tu vois pour Q3, Q4? Comment tu les imagines? Est-ce que déjà toi tu sens
en tant que tête de réseau, déjà, est-ce que tu vois les chiffres un peu déjà se gonfler, les téléphones sonner, les chiffres augmenter sur le Bon Coin ou justement Ouais. Donc, comme tout le monde le sait, ceux qui t'écoutent, j'imagine, ils suivent un petit peu l'actualité immobilière. On a subi 2 ans de grave crise immobilière, 23, 24. Et on a observé effectivement une légère reprise au 4e trimestre 2024, qu'on voit maintenant dans les chiffres. Toutes nos signatures du premier trimestre 2025 ont été vraiment 30-40% supérieurs à ceux du premier trimestre de 2024, puisque ça avait bien démarré. Donc les ventes ont démarré, les prises de mandats ont démarré, et la visibilité des annonces, puisque sur notre plateforme, alors nous on a la vision, mais nos conseillers l'ont aussi, puisqu'ils ont accès à leur compte perso. On voit vraiment que le nombre d'appels et de contacts a augmenté sur les 2 principaux sites d'annonces, donc le Bon Coin, le Bon Coin, Se Loger, et même le Figaro, enfin tous. On voit que l'audience a augmenté et la réactivité. Donc on peut parler d'un processus entamé d'amélioration. Quand on échange avec pas mal de têtes de réseau, de collègues, on est prudent quand même pour parler de sortie de crise, parce que malheureusement l'immobilier, il est très fortement lié à la croissance économique et à la confiance des agents économiques. Et ça, aujourd'hui, c'est très perturbé par tout l'environnement géopolitique. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout été impacté, parce que c'est un peu récent, mais on voit que c'est reparti. Alors j'ai quand même une note assez positive et optimiste, c'est que ce qu'on observe, et ce que j'ai déjà observé par le passé, c'est que le temps de la pause, il peut pas être extensible à l'infini. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un projet immobilier, par exemple il a eu un 2e enfant, ou il a divorcé, enfin les 3 ou 4 D selon les présentations, il peut se dire bah non, c'est pas le moment, j'attends. Peut attendre 1 an, 2 ans, mais au bout de 3 ans, il doit faire. Donc ça, on assiste à ça aujourd'hui, vraiment fortement. Et les prix ont un peu décroché, même pas mal sur certaines zones. Donc c'est aussi le moment, parce qu'ils finiront, cette baisse finira par s'arrêter aussi. Et les taux sont pour l'instant tout à fait raisonnables. Donc 2025 devrait être une année qui va, je pense, globalement bien se passer pour les côtés acheteurs, et donc pour tous les transacteurs. Après, on peut pas voir plus loin que ça, hein. Le monde, il est devenu incertain. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, je dirais, il y a 5 ou 10 ans, on était dans un environnement de paix, de sérénité, et tout ce qui intéressait les hommes politiques et les agents économiques, c'était les affaires, tout va bien pour les affaires, comment vont les affaires, etc. Aujourd'hui, on a tellement d'événements exogènes assez gravissimes, une guerre en Ukraine, une inflation, et ces événements qui étaient avant un petit peu épisodiques et espacés, là ils arrivent un peu en rafale. Un peu le même phénomène qu'on a avec le climat, on l'a avec l'environnement économique. Et donc il y a aussi une grosse forme de résilience de la part un petit peu de la population mondiale et des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'avant on se disait ben moi je développe mon affaire quand je dirais l'horizon est éclairci et que tout va bien. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est moi je développe mon affaire. Point. Peu importe l'environnement. bien sûr. Et l'environnement, il sera, je veux dire, le temps de la sérénité, des bisounours et du beau temps, je pense qu'il est derrière nous. Et toutes les affaires et toute l'activité économique et tous les métiers et tous les projets se feront dans un environnement perturbé. Et ces perturbations et ces crises vont devenir notre environnement. Voilà. On a changé d'époque. Ça va être la nouvelle normalité, quoi. Ça va être la nouvelle normalité, exactement. Et je crois que ce paradigme rentre un petit peu petit à petit dans toutes les têtes. Et au lieu de stopper en disant ah bah je ferai quand ça ira mieux, les gens ils se disent attends, j'ai qu'une vie, j'ai envie de faire ça. Oui, autour de moi c'est troublé, mais j'y vais quand même. Voilà. Ça serait plutôt ça mon analyse. Ok. Et pour aller dans ce sens-là, et si là je m'ai encore pas préparé, et tu vas être surpris, mais si tu devais nous recommander un livre ou je sais pas, un bien culturel, je sais pas, un film, une revue, quelque chose qui t'aide toi dans ton analyse, et ça serait quoi là aujourd'hui qu'on pourrait partager aux auditeurs? Alors ça, enfin
tu m'y as pas préparé, mais c'est un bouquin sur le monde du travail et ce qui nous arrive, on le mettra peut-être dans Ouais. ton film parce que je me rappelle plus exactement du titre, mais ça s'appelle Disruption, je crois, le livre. Ok. Disruption. Bon, c'est un peu banal de dire ça, mais le bouquin a été écrit il y a 5 ou 6 ans par un chercheur Ok. et il explique toutes les disruptions qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, il parle de la disruption du salariat. Ok. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont plus envie d'être salariés et surtout pas à vie. Ils ont envie d'être indépendants, autonomes, un peu comme toi tu fais d'ailleurs. Oui. T'as pas envie d'être dans une grosse boîte qui te dit va chercher des clients. T'as monté ton auto-entreprise. Donc ça, c'est une des disruptions dont il parle. L'autre, elle est importante et on la vit grandement. Ben, c'est toute la disruption digitale. Et puis les disruptions, tu peux les égrener parce qu'il y en a plein, climatiques, politiques, on peut en faire des tonnes. Je veux dire, jusqu'à présent, dans la géopolitique, tous les pays, même s'ils étaient différents, ils se détestaient, ben ils voulaient tous faire du commerce ensemble. Et puis là, tu vois que c'est le réveil des empires. T'as l'empire chinois, l'empire américain. Les Européens qui essayent d'éviter un empire, mais il leur manque un truc. L'URSS, t'as l'Empire ottoman. Donc ça, au 19e, 20e siècle, ça a eu la montée du nationalisme contre les empires, qu'ils ont éclaté. Et au 21e siècle, t'as les empires qui se réveillent. Et donc, tout en train de changer. Et le bon citoyen, le petit citoyen, il est obligé de se dire, il faut que je continue à travailler, à gagner de l'argent dans cet environnement. Voilà. Et toi, justement, sur ce phénomène de disruption sociale du coup du salariat, par exemple, toi, t'en as fait une opportunité et t'en as fait un Oui, business. alors j'ai pensé fort de ce constat que effectivement la plupart des nouveaux arrivants sur le marché du travail. 2015, c'était tôt, hein. Parce que j'ai l'impression que c'était 2018, 2019, vraiment la première vague de. C'était, ça se sentait déjà parce que notamment de ce que j'avais vu aux États-Unis où il y avait assez peu de salariés en vérité. C'était tous les agents immobiliers, ils se voyaient comme des businessmen, des entrepreneurs. C'est-à-dire ils bossaient dans une grosse boîte comme Coldwell Banker. Oui, ils étaient affiliés. Coldwell Banker, ils s'en foutaient de la marque Coldwell Banker. En fait, aujourd'hui, le réseau de mandataires, c'est un fournisseur de services à l'agent immobilier. Pour eux, on est comme Google ou Microsoft. On leur fournit des outils. Alors, vu que ce soit des outils digitaux, c'est du coaching, c'est de la formation, c'est l'accès au CRM, mais eux, ils sont totalement indépendants. Et ils communiquent sous leur nom. Alors, chez nous, ils ont bien sûr le droit de le faire, de communiquer sur leur site internet à leur nom, sur les panneaux, c'est leur nom, c'est leur numéro de téléphone. Les outils, pardon, j'ai oublié d'en parler. Par exemple, les avis, chez nous, on a choisi de mettre les avis sur Google. Comme ça, ils ont ces avis, ils ont une visibilité Google. C'est pas sur le fournisseur d'avis qui m'appartient. C'est Google, tout le monde le voit. Donc, et ça, c'est important aussi. Parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est valable chez les agents immobiliers, mais c'est valable dans tous les métiers. Et les gens veulent être autonomes, libres, maîtres de leur destin, et gagner bien sûr plus d'argent que sous la forme du salariat. Et là, effectivement, la société est très en retard parce qu'on le voit encore, puisque nous on fait de la location, pas beaucoup, mais ça nous arrive. Les propriétaires continuent d'exiger le CDI ou le fonctionnaire. Et ça, c'est complètement injuste. Ça crée deux classes dans la population française. T'as l'auto-entrepreneur qui prend ses risques mais qui gagne bien sa vie, et de l'autre côté t'as le salarié en CDI à 1300 chez Bouygues Télécom. Ben si le propriétaire doit choisir entre les deux, il va prendre le CDI. C'est un peu comme si t'avais le noble. Le switch est en train de se faire là. Ouais. Je pense que il faut absolument. Il faut trouver des outils. Alors ça commence à arriver. Notamment le CIC, a fait des offres pour les auto-entrepreneurs. Voilà. C'est un peu lent, voilà, mais ça vient et il faut reconnaître quand des acteurs le font, notamment les banques. C'est vrai, je crois que c'est un bon mot de la fin. Est-ce que toi, t'avais autre chose que tu voulais partager avant qu'on se quitte? C'était déjà bien documenté. Non, ce que moi je dirais, c'est que nous on est très bienveillants avec tous nos conseillers et que nous on a des fortes ambitions aujourd'hui, puisque je suis persuadé que le modèle
deux mandataires, c'est le nôtre. C'est le modèle gratuit avec partage de la réussite. Et je pense que dans les 2-3 ans qui arrivent, on devrait quasiment doubler en taille. Et donc, on attend les candidats avec beaucoup de bienveillance et d'impatience. Voilà. Et je te remercie de cette interview. Tu m'as fait parler beaucoup plus et sur plein de sujets que j'avais pas prévu. Eh ben, écoute, parfait. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui sont qui sont déjà à la fin de cet épisode. Je viens de croiser Ouda, que vous aurez peut-être au téléphone si vous postulez. L'URL du coup, le site web c'est regm.imo regm.imo comme Real Estate Global Market. Voilà. .imo. N'hésitez pas, cliquez sur rejoignez-nous. N'hésitez pas à dire que vous avez connu via 35%. Hein, je sais pas ce que j'arriverai à négocier avec Serge, mais on trouvera quelque chose. Bien sûr. Et vous trouverez tous les liens du livre notamment évoqué par Serge et du rejoignez-nous. Je le mettrai aussi dans les notes de cet épisode. Merci à tous, merci Serge, merci Héloïse que vous ne voyez pas à l'écran. Voilà. Et bonne journée à tous, bonne soirée. Salut. Ciao. Salut à tous, salut Yanis.